Good morning, everyone. Maybe I... Bonjour, je vais vous demander de bien vouloir regagner vos places. Nous allons commencer. Si tu veux, tu peux... Good morning. I'm going to just... Bonjour. Alors, une petite remarque d'intendance. Vous pouvez entendre l'interprétation simultanée en français et en anglais. Vous pouvez utiliser les deux langues. N'hésitez pas non plus à vous munir d'un récepteur et d'un écouteur pour entendre l'interprétation simultanée. Je m'appelle Derbal Murphy. Je suis la secrétaire générale adjointe de la FIA et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue de façon très très chaleureuse de la part des organisateurs que vous voyez ici, donc la FIA, le syndicat français des artistes et interprètes, la SFA, l'AFTA, et nous représentons aujourd'hui, je dirais, les regroupements professionnels dans les professions audiovisuelles. Gabriel Carteis aurait dû venir normalement pour vous accueillir en personne. L'AFTRA, c'est son syndicat, qui est aussi le co-organisateur, et malheureusement, il n'a pas pu venir. Donc, elle, vous transmet ses amitiés. Nous allons maintenant nous consacrer à ces deux conversations qui sont des sujets très très importants et d'actualité. Je me réjouis de vous voir nombreux. Je vais passer la parole à notre animatrice qui s'appelle Pauline Rievel. Elle est la présidente de la Fédération européenne des scénaristes et c'est elle qui va animer les débats. Pauline, sans plus attendre, je te passe la parole. Merci Derbal. Alors, je vais vous demander de bien vouloir nous rejoindre ici sur la scène pour le premier débat. So, hello everyone. A very welcome and... Bienvenue et merci à Derbal pour ses aimables paroles de présentation. Il se passe énormément de choses dans notre monde et dans le monde d'une façon générale. Il n'y a pas que Cannes. Alors, nous nous réjouissons d'avoir aujourd'hui parmi nous un panel de très très haut niveau, des esprits brillants qui vont partager quelques réflexions avec nous. Nous allons parler donc de l'avenir de la cause de l'égalité des genres. Evelyne Regner est vice-présidente du Parlement européen d'Autriche. Claude Garnier, directrice de la photographie en France et qui parlera français. Donc n'oubliez pas de vous munir de vos écouteurs. Et nous accueillons Anna Maria Antocci qui est productrice et qui est directrice exécutive de l'EWA, European Women's Audiovisual Network. Nous allons commencer par vous, Madame Regner. Vous êtes donc membre du Parlement européen, vous êtes vice-présidente du Parlement européen, comme je l'ai dit en vous présentant, et vous avez été très très engagée. Vous vous êtes engagée par rapport à ce sujet, le travail, la lutte contre les inégalités socio-économiques, et vous militez aussi énormément pour les droits des femmes. Comment voyez-vous l'évolution telle celle qui s'est présentée à nous au cours de ces dernières années ? Alors, on va faire le point donc sur les progrès en matière d'égalité de genre dans l'audiovisuel. Et j'aimerais entendre votre avis. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints après le premier café matinal. Nous démarrons sur un sujet très très important, un enjeu capital. Et
c'est un sujet, comment dire, c'est comme un leitmotiv pendant le FIF. Il n'y a pas grand-chose qui évolue dans le bon sens, il n'y aura pas grand-chose qui évoluera dans le bon sens si nous ne nous battons pas. Nous devons absolument instaurer des mesures contraignantes. Les déclarations d'intention ne suffisent plus. Il faut aller plus loin. Il faut des lois, des dispositions contraignantes. Alors, beaucoup de choses ont déjà été faites. Ça a été mentionné quant aux conditions de travail pour les femmes. Et il faut surtout rendre visible, montrer au monde les manquements. Et il y a trop de choses qui ont été masquées, occultées pendant des décennies. Et donc, il est important que tous les professionnels qui sont réunis ici, que ce soit tous les métiers techniques, les réalisateurs, les scénaristes, etc., il faut que tout le monde participe à cet effort. Et lorsqu'il n'y a pas assez de femmes sur les plateaux, lorsque les horaires sont trop chargés, il faut tout simplement lever la voix. Je veux parler aussi du harcèlement et d'autres problèmes, tout un tas de sujets dont on ne parle pas. Donc il faut créer une transparence. C'est un peu comme dans l'Union européenne. Au cours de ces dernières années, il y a eu pas mal de nouvelles lois, des règlements, on va y revenir, on va en parler, sur les rémunérations. Et quand on se rend compte que quelque chose ne marche pas, quand il y a un dysfonctionnement, eh bien, il faut recourir à des dispositions, des lois, des textes contraignants. Parce que si l'on s'en tient à une base de volontariat, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Et il faut aussi ensuite sanctionner. Par exemple, lorsque l'on fait des appels d'offres, etc., on peut améliorer les conditions de travail tout simplement en évitant ce qu'on appelle le pinkwashing, etc. Mais je pense qu'on va en reparler. Merci, Madame Regner. Oui, prenez les choses du bout des lèvres, ça ne suffit pas, on est bien d'accord. Et on connaît votre engagement auprès du Parlement européen. Vous avez toujours milité pour des changements de la législation. Et on va maintenant passer la parole à Claude Garnier. Voilà, le début de votre carrière, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Et vous avez, depuis une vingtaine d'années, vécu la réalité d'une femme au travail. Voilà, dans ce contexte-là. Vous êtes aussi très engagé dans des actions collectives, si je comprends bien, que ce soit à travers le syndicat SPIAC-CGT ou le collectif de femmes derrière la caméra FALC. Donc peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Comment vous voyez les progrès qui ont été faits autour de cette question pour les femmes derrière la caméra ces dernières années? En fait, le premier progrès, c'est qu'on a commencé à vraiment comptabiliser ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où il y avait quelques femmes derrière la caméra, mais en fait c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Hein. Et donc on se disait oh, bah, ça va mieux, il y a quelques femmes qui travaillent quand même dans le cinéma comme techniciennes, et on ne voyait pas qu'en fait il y en avait très très peu. Donc le fait qu'on commence à compter, ça a été quelque chose de très très important. Alors bon, quand on compte, d'un seul coup on s'aperçoit que la situation est beaucoup moins reluisante que ce qu'on avait imaginé. En fait, il y a quelque chose d'assez spectaculaire, c'est que pour les chefs de poste, en tous les cas dans ce qui me concerne moi à l'image, on est aux alentours de 10% de femmes chefs opératrices, et en fait ça de manière presque générale au niveau européen. Donc nous on a monté un collectif qui s'appelle Femmes à la caméra, et parce qu'on avait besoin de parler et de faire savoir ce qui se passait pour nous. Et en fait, on a invité des chefs opératrices européennes et on est tombé sur ces chiffres, 10%. Comme si, en fait, je ne sais pas, ça nous a fait un peu l'effet que le métier n'était pas capable d'en absorber plus. Là, passer 10%, il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vraiment vers la parité. Alors, je plaisante un peu, mais enfin, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, en fait, ce qui se passe dans notre secteur, c'est qu'il y a effectivement un peu plus de femmes. Mais bon, moi, j'ai participé, j'ai suivi des études où, en fin de compte, on s'aperçoit que si on prend les chiffres depuis 2010, il y a une espèce de stagnation comme ça. Alors 9, 12, 11, 10,
ça bouge pas. Voilà, ça c'est la première chose. Par contre, il y a une évolution quand même en interne très importante, c'est qu'il commence à y avoir des femmes à la technique dans tous les secteurs. C'est-à-dire quelque chose qui paraissait impossible, des femmes chefs électro, des femmes chefs machinaux, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est une évolution, bon, d'abord très agréable sur les plateaux, parce que voilà, il y a quelque chose qui se joue dans les équipes quand c'est une femme qui est avec cette responsabilité-là. Et puis ça fait tomber un tabou énorme, puisque bon, voilà, la machinerie et l'électricité, c'est là où se joue le rapport à la technique, le rapport à la force, voilà. Donc ça fait partie des choses très importantes. Oui, symboliquement, c'est. Ah oui, c'est un gros truc. C'est un gros truc. Et ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on voit dans les écoles de plus en plus de filles qui sortent, parce que c'est toujours la question de l'image, comment dire, du modèle. Il y avait 0 modèle, maintenant il y en a plein. Hein, donc c'est très important le modèle. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller là. Je peux continuer? On peut continuer un petit peu, absolument. Un petit peu. Donc voilà. Donc en fait. On peut dire d'un certain côté que ça avance, puisqu'il y a plus de filles dans les écoles techniques de cinéma. Par contre, là où ça n'avance pas, c'est du côté des chefs de poste. C'est-à-dire qu'il y a le cinéma maintenant est plein d'assistantes caméra, ce qui n'était pas... Moi, quand j'ai commencé, on était très peu. Donc, il y en a beaucoup. Mais la question, c'est de franchir la marche. Parce que la réticence des productions reste. La réticence des réalisateurs reste. Donc, comme assistante, on est parfaite, parce que comme beaucoup de femmes, quand on fait un métier, on le fait à fond. Parce qu'on sait que si on ne le fait pas à fond, ça va être très difficile. Donc les assistantes sont très performantes et très demandées. Mais quand il s'agit de passer au moment où on va être vraiment chef d'équipe, c'est plus dur visiblement, puisqu'on n'est que 10%. Voilà. La deuxième chose dont je veux parler, c'est que quand on fait partie des femmes qui sont chefs opératrices, le deuxième problème qui se pose à nous, c'est que très souvent, on est relégué, je sais pas comment, oui, un petit peu relégué sur les films pas très bien produits. C'est-à-dire que si vous prenez tous les films en France qui existent avec des financements réduits, il y a une majorité de femmes écrasantes dans les chefs de poste. Voilà. Et par contre, si on fait un comparatif entre qui fait les gros films et les petits, ou quelle est la moyenne des budgets des films, on va tomber sur la moyenne des budgets des films sur lesquels les femmes sont chefs opérateurs, c'est 3 millions et des bricoles. La moyenne des films sur lesquels les hommes sont chefs opérateurs, c'est 5. Donc ça crée aussi une grosse différence. D'abord, ce que ça veut dire de la confiance, comme si dès qu'il y a de l'argent, la confiance, elle est moindre. Et puis aussi, ça veut dire tout un apprentissage avec des outils, d'autres outils. Vous voyez, c'est-à-dire que quand le budget est plus important, forcément, le matériel dont on dispose, il est différent. Donc voilà, je pense que pour n'importe quel métier, on a besoin de s'exercer. Plus on le fait bien. Donc ça, c'est une porte qu'il faut ouvrir aussi. C'est la porte des budgets plus importants pour les femmes techniciennes. Merci Claude, c'est très intéressant. Je pense que même Anna-Maria est prête à réagir avant même de parler. Non, je plaisante. Ça va. Mais en tout cas, je pense que ce que vous évoquez, que ce soit en termes de l'importance des chiffres pour objectiver une situation qui est ressentie, c'est quelque chose qui est très connu, qu'on a beaucoup exploré, je pense, dans les 5 à 10 dernières années pour les différents postes, en fait, dans notre secteur. Donc, c'est quelque chose qui reste très valide de votre expérience et je pense que c'est quand même important de le noter. Vous parlez aussi de cette espèce de plafond de 10%, une espèce de blocage comme ça qui, je pense, s'observe probablement pour les autres postes et peut-être aussi pour la production, parce qu'on va discuter dans un instant. Donc, I'm going to speak back to English. Sorry about that. For you, Anna-Maria, so... Je repasse donc à l'anglais. Alors, Anna-Maria, vous êtes productrice, vous êtes couronnée de succès. Depuis 2022, vous êtes la directrice exécutive de l'EWA, qui est le réseau européen des femmes de l'audiovisuel. Votre poste, vos attributions sont, comment dire, uniques. Et je vous pose un petit peu la même question. Quels sont les grands obstacles à franchir? Quelles sont les pierres d'achoppement? Et comment jugez-vous l'évolution dans l'audiovisuel, dans le cinéma?
Oui, je confirme ce qui vient d'être dit. Les tendances sont là, nous faisons des progrès modestes, mais nous en faisons, donc il faut faire entendre notre voix, parler plus fort pour ainsi dire, faire du buzz pour que les choses s'accélèrent. Mais il y a déjà des résultats, oui, c'est vrai. Donc c'est ce que je disais, on a fait des progrès. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'institutions qui compilent des données. Nous avons compilé nous-mêmes énormément de données pour alimenter le processus. Et en tant que productrice, je regarde ce que Eurimage fait, par exemple. Il compile des données sur les genres, sur les sexes, et il y a de plus en plus de projets conduits par des femmes qui sont financés par les producteurs. Et d'ailleurs, les enveloppes budgétaires de ces productions a tendance à augmenter. Donc ça, c'est important d'avoir ce genre d'informations, de données. Et avec ce type de données, effectivement, on aboutit à des résultats. L'Observatoire européen, lui aussi, compile énormément de données. Parce que ce qui est important, c'est qu'il nous faut absolument de l'information pour chaque pays. Parce que les tendances ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et il faut bien comprendre qu'il y a aussi des différences culturelles, il y a des deltas sociologiques, il y a le contexte historique. Tout ça, c'est différent d'un pays à l'autre. Donc il y a des choses qui fonctionnent dans un pays, pas dans l'autre. Ce qui va marcher, par exemple, aux Pays-Bas, eh bien, ça ne va pas pouvoir être appliqué en Roumanie, d'où je viens, pour ma part. Donc ces différences sont importantes, ces nuances. J'insiste vraiment là-dessus. Les données sont cruciales. Récemment, je regardais une étude britannique assez intéressante. Il semblerait que les projets conduits par des femmes fonctionnent très très bien au box-office. Donc il y a un intérêt, définitivement. Le public s'intéresse à des films, des scénarios réalisés par des femmes. Et en tant que productrice, je me suis dit, mais oui, c'est évident. Chaque fois qu'on travaille sur un projet, il faut toujours bien cerner son public. Et quand on parle de cinéma d'art et essai, eh bien, ce sont les femmes qui ont un niveau d'éducation élevé, qui sont le principal public. Donc nous avons besoin d'histoires racontées par des femmes. Vous avez dit, du point de vue de la productrice que vous êtes, il faut expliquer. Quand vous dites expliquer, c'est expliquer aux investisseurs, aux producteurs, à ceux qui mettent l'argent. Oui, bien sûr, l'argent c'est le nerf de la guerre, toujours. Quand on parle de cinéma d'auteur, les financeurs sont le CNC, des gens comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'adresser à ce qu'on appelle les EFAD, les European Film Agencies. En Roumanie, en 2022, quand on parle maintenant d'un certain genre, à savoir les fictions, eh bien, qu'est-ce qu'on a eu? Je ne me rappelle plus, 34 je crois. Il y a eu 34 fictions réalisées par des hommes et seulement 5 fictions avec une réalisatrice. Donc il y a quand même encore un gros décalage. C'est intéressant ça quand même. Vous avez dit la compilation des données est importante et il ne s'agit pas simplement de décrire cette triste réalité, mais il y a aussi des aspects positifs qu'on arrive à faire ressortir, notamment en s'informant sur les différentes situations en Europe. Donc c'est pas simplement, comme on dit toujours, l'approche doom and gloom en termes de statistiques, c'est ce qu'on peut en faire de ces données. Et je trouve ça intéressant. Oui, il y a des pays dans lesquels on travaille avec des experts, on approfondit énormément les scénarios, les projets, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, parce qu'une femme aura une autre appréciation d'un projet de film, d'un scénario qu'un homme, en fonction de son éducation, en fonction de la culture, de l'histoire. Donc il y a également les programmateurs des festivals. Ça aussi, c'est un public important auquel il faut s'intéresser. Oui, il faut être activiste.
Je crois que vous voulez réagir sur ce que Anna-Marie vient de dire. Claude. Non, Evelyne, pardon. Oui, alors après, il y a des conclusions à tirer. Et je vais peut-être vous dire ce qu'on a fait en Autriche. Je suis autrichienne et je viens d'ORF, qui est un radiodiffuseur public. C'est l'équivalent des grandes chaînes publiques. Alors nous avons bien sûr ce contexte européen et on dit il nous faut des quotas. Donc quand vous mettez en place une législation qui impose des quotas, eh bien ça marche. Et on se rend compte d'une chose en Autriche, c'est que dans les postes importants, les postes associés à des responsabilités, là où il faut du pouvoir décisionnel, et là où on gagne mieux sa vie, eh bien on s'est rendu compte qu'il n'y a que 11% de femmes aux manettes. C'est très peu, très peu. Et en mettant en œuvre ces dispositions européennes, eh bien, nous avons créé des quotas pour chaque appel d'offres, pour chaque candidature, pour les différents métiers, techniques et autres. Alors, l'histoire, on la connaît, hein, quand on nous dit « oui, mais on ne trouve pas de femmes qui remplissent tous ces critères, etc. » Ça, c'est une objection qu'on entend souvent. Alors, nous nous sommes dit, ben, on va attendre et on impose maintenant aux demandeurs, aux candidats, d'attendre qu'ils aient une candidature féminine. Voilà. Parce qu'il y a des tas de grands talents chez les femmes. Deuxième chose, il faut être inclusif, fédérateur, avec ce que j'appelle un quality officer, quelqu'un qui s'occupe de la qualité pour s'intéresser aux problèmes qui ne sont pas résolus. Parce que faire les constats, c'est une chose, mais ensuite, il faut agir. Et parfois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vient d'une autre culture, qui regarde les choses de l'extérieur, entre guillemets. Et ça, souvent, ça permet de solutionner des problèmes. Et ça a changé. Et ça inclut aussi le mobbing, le harcèlement sexuel, etc. Tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut s'intéresser. Si vous avez donc un Equality Officer, il peut surveiller. Et ça mobilisera aussi, bien sûr, les femmes. Ça les incitera à militer. Et ça permettra à un certain nombre de femmes de présenter leur candidature. Oui, pour rebondir là-dessus, vous avez parlé de mesures législatives que vous avez adoptées en Autriche hein, pour lutter contre le harcèlement, etc. Dans votre travail au Parlement européen, qu'est-ce que l'on pourrait faire au niveau du Parlement européen pour que les choses évoluent un peu, pour que ça bouge? Alors, bien sûr, il y a la représentation. Donc, il faut des quotas, voilà. Deuxième chose, nous avons pris la décision. Ensuite, il faut les mettre en œuvre, les quotas. Alors, c'est transformé en droit national par les États membres. Comme vous savez, ça dure toujours un peu, il y a un décalage, surtout pour surmonter aussi les différences au niveau des rémunérations. Il y a des deltas énormes entre les rémunérations des femmes et des hommes. Et donc là, nous avons adopté une directive sur la transparence des rémunérations. Et ça, c'est vraiment un progrès pour améliorer la situation. D'ailleurs, vous venez de le dire, il faut des données, des informations, des faits. C'est tellement important. Il y a tellement de formes déguisées de discrimination qu'il faut ces données, il faut ces informations. Et chaque femme, et chaque homme aussi d'ailleurs, peut faire des comparaisons pour regarder ce que les collègues qui font le même métier gagnent. Et ça, vous ne pouvez le faire, ce genre de rapprochement, d'analogie, de comparaison, que si vous avez des données. Et la preuve de la charge est en train d'évoluer. Et alors, quand on négocie sur des quotas, il faut toujours qu'on apporte la preuve de ce qu'on avance. Quand je parle à mes collègues et quand je vois des hommes qui gagnent plus
pour tourner un film ou pour faire un métier technique. Je me dis, il n'y a pas de raison objective. Donc, je pense que ce genre de législation, ça va changer les choses, vous allez voir. Oui, dans mon travail quotidien, je m'intéresse de très près à ces choses-là. Et je crois que ça a vraiment été un bond en avant, un véritable progrès de s'intéresser au delta des rémunérations entre les hommes et les femmes. Ce qui est compliqué quand même dans notre filière, parce que nous avons énormément de freelance, d'indépendants à différents postes. Oui, oui, les freelances, les indépendants. Ça, c'est important. Pas seulement les salariés. Et il faut que ça s'applique aussi aux indépendants. Merci. Réagir un petit peu. Important pour nous. Donc, alors, je vais faire ça. Donc oui, ici au Festival de Cannes, il y a la question de la parité, elle est rampante un peu partout, hein, et donc on peut avoir l'impression que les choses avancent bien. Or, cette année, moi j'ai les chiffres de la CST, donc la Commission supérieure technique. Voilà, donc ils ont examiné les 69 postes techniques sur les 23 films de la sélection officielle. Donc cette année, en fin de compte, 90% des postes techniques images, décoration, sont tenus par des hommes. Et par rapport alors que l'année dernière, c'était 78%. Bon, voilà, ça ne veut pas tout dire, mais ça veut quand même dire quelque chose. Et la place des femmes à la technique a diminué en 2023 au décor, passant de 44% à 22%, à l'image de 14% à 9%, et au son passant de 19% à 0%. Bon, ça c'est la réalité de l'année 2023, donc on ne peut pas dire que les choses avancent énormément. Mais voilà, Qu'est-ce qui pourrait les faire avancer, en fait, ces choses? Alors, justement, là, on vient dans la question des quotas, justement. Et bon, il y a eu une initiative qui a été prise par le CNC, je ne sais plus très bien, il y a 3 ans, hein, ouais, autour du bonus parité. Donc, en fait, en France, il y a une réticence au mot quota. Hein, la réticence, elle est d'un peu partout, elle est même chez les femmes. Hein. C'est-à-dire que l'idée d'après, surtout à la technique, que tu as eu ton poste alors que tu n'étais pas vraiment compétente, c'est quelque chose qui trouble beaucoup les femmes. C'est complètement faux que les femmes ne sont pas compétentes, mais il y a cet imaginaire qui est encore là. Ça avance, hein, ça avance, parce que je pense qu'il y a 10 ans, le mot quota, on ne pouvait pas le prononcer. Maintenant, ça va quand même mieux, parce qu'on voit bien qu'il faut faire quelque chose pour que ça change, hein, que tout seul, ça ne change pas. Donc, il y a eu ce bonus parité qui a été mis en place par le CNC, qui propose une réduction d'impôt de 15%, quand même, c'est beaucoup, pour les films qui seraient, on va dire, méritants sur le thème de la parité, en ayant 50% des postes, parmi les 8 postes les plus importants à la technique, réservés aux femmes. Un incitatif. En fait, c'est un incitatif. C'est un quota incitatif. Voilà. En fait, ça a très bien marché d'un côté, et d'un autre, ça n'a absolument rien changé dans les chiffres. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les productions qui étaient déjà vertueuses, qui étaient déjà prêtes à aller vers la parité, elles ont eu le bonus, et tant mieux pour elles. Par contre, celles qui n'y étaient pas prêtes, ce n'est pas ces 15% qui les a fait changer d'avis. C'est 15% de réduction. Donc, on en est exactement au même chiffre. C'est assez spectaculaire. Donc, en France, on a vraiment travaillé sur cette question des quotas. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse assez sérieusement, parce que ça avance dans les têtes. Et c'est déjà très, très important que ça avance dans les têtes, mais ça avance pas beaucoup dans les actes. Disons que ça ancre des bonnes pratiques, mais ça ne rentre pas dans le dur de là où le changement n'est pas en train d'arriver de manière un peu organique. Et sur ce segment de l'industrie, est-ce que vous avez des actions en tête qui sont intéressantes à poursuivre, ou c'est un champ de réflexion qui reste très ouvert? En fait, ça reste assez ouvert. Nous, par exemple, la femme à la caméra, et aussi au SPIAC, aussi, enfin, moi je suis dans différentes, et aussi à l'AFC, qui est donc une association qui regroupe les chefs opérateurs, on est quand même beaucoup aussi dans la réflexion du rapport aux écoles, enfin, à quelque chose qui part de très loin, hein, parce que la prévention contre les femmes techniciennes, elle démarre, je dirais pas la maternelle, mais si, on n'en est pas loin. Donc il y a vraiment un gros travail à faire pour ouvrir l'idée que les femmes peuvent être des techniciennes excellentes, et que les petites filles aient cette envie
et que puisqu'elles l'ont, on les soutienne, parce que c'est vrai, c'est vrai qu'à certains moments, on cherche des femmes à des postes. Elles sont là, mais on ne les voit pas, mais aussi des fois, elles ne sont pas là. Parce que notamment pour la technique, on n'a pas du tout poussé les filles, elles ne se sont pas poussées elles-mêmes. Et c'est un champ assez énorme d'imaginer que, par exemple, en troisième, les adolescentes puissent se dire « moi, j'ai envie de faire un métier technique ». Il est là le gros changement. Merci Claude, c'est très intéressant. Anna Maria, from your perspective, what could be the key? Anna Maria, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire bouger les choses? Je pense à votre expérience, à votre travail quotidien en tant que productrice, et vous êtes, comment dire, très engagée, vous êtes une activiste, pourrait-on dire. Qu'est-ce qui peut faire bouger les choses? Alors, on a beaucoup parlé des injustices en termes de rémunération. Ça, on en a parlé. Je vais passer peut-être à d'autres sujets sur lesquels nous serions bien avisés de plancher. Et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, des meilleures pratiques et aussi la sécurité au travail, le burn-out, la santé mentale, etc., le harcèlement sexuel, la violence. Ce sont des sujets très très importants auxquels il faut s'intéresser également. Et là, il nous faut un code de meilleures pratiques. Un code qui, bien évidemment, devra être ensuite un petit peu décliné selon les pays, les régions. Et je reviens à mon pays et j'attire votre attention sur le fait que dans les pays de l'Est, en Europe, nous n'avons pas de syndicats. Et donc, nous n'avons pas d'agents. Quand on commence à parler d'inégalité de rémunération, c'est beaucoup plus difficile pour une actrice, par exemple, de négocier. Et ce que nous faisons, c'est que nous essayons de responsabiliser les producteurs quand on commence à parler de rémunération. Parce que les actrices ont peu de soutien, peu d'alliés. Encore une chose aussi à mettre en avant. Les barrières, les obstacles auxquels sont confrontées les femmes qui viennent de communautés sous-représentées. Ça aussi, il faut s'y intéresser. Les femmes de couleur, LGBTQI, des femmes moins jeunes, des femmes handicapées, qui bien évidemment ont la vie encore plus dure. Et donc ça, c'est aussi un gros challenge qu'il faudra relever. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc la façon de progresser, ce serait de mettre en place un code de meilleures pratiques, c'est ce que vous avez dit, et d'ajuster, d'adapter ces pratiques aux différents pays. Exactement. Au niveau régional, au niveau des pays, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, ça dépend aussi des budgets de production. Quand c'est une petite production, c'est pas la même chose que quand on a un gros blockbuster où on a des moyens budgétaires presque illimités, où on peut se payer aussi tout un tas de personnel qui veille justement à l'égalité, à la sécurité, à la protection des professionnels. Mais bon, ensuite, les petits budgets, les petites productions n'ont pas toujours les moyens de se payer ce genre de professionnels. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Vous n'avez pas parlé de l'équilibre entre la vie perso et professionnelle. Vous avez mentionné le burn-out, oui. Au tout début, quand on a commencé à parler de tout cela, dans l'audiovisuel, dans le cinéma, nous nous sommes attachés à, d'abord, identifier les problèmes. Et lentement, mais sûrement, nous allons vers les questions essentielles, l'équilibre entre la vie professionnelle, personnelle, le harcèlement, les différences de rémunération, les problèmes liés au droit du travail, etc., etc. Donc il y a eu un décalage par rapport aux premières campagnes. C'était un tableau assez général. Et là, on avance concrètement, on met en œuvre des choses concrètes. Oui, au début, il fallait faire un relevé, pour ainsi dire, faire un bilan. Et maintenant, il faut
taper dans le dur, pour ainsi dire, mettre en œuvre des mesures. Et comme je dis toujours, il nous faut un code de bonne pratique. Quand on adopte des dispositions, il faut veiller à ce qu'elles soient appliquées. Quand on parle de durabilité, quand on parle de l'économie verte, etc., c'est la même chose. Regardez les exemples concrets. Il y a des énormes productions avec des grosses sociétés qui font l'effort pour protéger les professionnels, les femmes. Mais lorsque ça n'est pas aussi généreux, que faire pour les petites productions? Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Encore une réflexion? Alors, il y a une chose qu'il faut que je dise. J'étais choqué par ce que tu as dit, Claude. Choqué par cette situation, par ce constat. On a une très bonne législation en Europe. Elle arrive, elle va être transposée en droit national. Et il faut suivre la mise en œuvre de cette législation. Parce qu'une législation n'est pas une fin en soi. Il faut que les textes, les règlements, les lois soient vraiment appliqués. Et il ne faut pas compromettre tout ce que nous avons fait. Mais parfois, on se perd en route parce qu'on n'applique pas ce que l'on a voté, ce qu'on a décidé. Et je pense qu'à ce niveau-là, les états d'esprit sont en train d'évoluer. Et je voudrais rajouter encore une chose. Quand on pense à l'industrie cinématographique, quand on pense à tout ce qu'il y a autour, les artistes, les techniciens, les professions techniques, alors, on vous dit toujours, oui, le cinéma, c'est la passion, c'est le 7e art. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut aussi payer son loyer à la fin du mois. Il faut aller chercher ses enfants à la crèche, etc., etc. Donc, il faut pouvoir aussi concilier cette passion avec une vie normale, entre guillemets. Et donc, là, il nous faut des règles empruntées au droit du travail. Et il est grand temps, je pense, grand temps, que l'on applique des dispositions du droit du travail au cinéma. Et ça, il faut le crier haut et fort. L'art, le 7e art, c'est très très bien. La passion, c'est génial, mais il faut aussi avoir une carrière professionnelle qui mérite ce nom. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, dans les équipes, quand c'est des équipes où il y a beaucoup de femmes, c'est très agréable de travailler. Tout le monde le dit, même les hommes qui travaillent avec nous. Il y a voilà, il y a quelque chose qui se passe quand il y a plus de femmes sur un plateau qui est très important. Et on en a la preuve chaque fois que ça nous arrive. En fait, pour nous, techniciennes, mais je pense que c'est vrai pour toutes les femmes qui travaillent dans le cinéma, il y a quelque chose qui n'avance pas du tout, c'est la question de la maternité. C'est-à-dire, nous, on a des métiers qui nous amènent à partir loin, longtemps, etc. Et en fait, on s'aperçoit, bon là, on dirait que je suis une spécialiste des chiffres, pas du tout, mais bon, on s'aperçoit que, en fin de compte, il y a énormément de femmes après 35 ans qui quittent nos métiers, qui sont plus en tournage, même si elles sont tout à fait, déjà expérimentées et très bonnes, etc. Elles s'arrêtent quand elles ont un enfant, parce que rien n'est prévu pour ça, absolument rien. L'enfant reste une question privée. Ah, tu veux un enfant, bon maintenant tu te débrouilles, avec un secteur qui est absolument incompétent à nous aider. C'est un très grave problème, parce que en fait 35 ans, c'est juste l'âge où toute ta carrière démarre. Et d'imaginer qu'en 2023, en fait, t'es amené à choisir quand t'es technicienne. Parce que les techniciennes, nous, on n'est pas à la maison, on est tout le temps ailleurs. Tu dois choisir entre faire des enfants ou avancer dans ta carrière. Ça reste quand même quelque chose de totalement scandaleux, dont la majeure partie des gens soit ne connaissent pas le problème, soit n'ont pas du tout envie de le considérer. Or, moi, je pense que il y a eu un grand mouvement au moment du Covid autour du care, de l'importance, de toute cette aide, etc. De comment les gens qui s'occupaient des autres et tout ça, ils étaient fondamentaux pour notre société. Bon, s'occuper des enfants, c'est la même chose. Et il faut avancer là-dessus parce que sinon, on va perdre énormément de talents qui s'arrêteront tout à fait quand elles auront des enfants ou
on va avoir beaucoup de femmes qui ne font pas d'enfants parce qu'elles sont en train d'avancer dans leur carrière et elles se disent ah non là je peux pas, etc. Donc ça c'est quelque chose qui va pas et dont on s'occupe pas assez. Et le dernier petit truc que je veux dire, c'est que il faut aussi qu'on avance, et c'est très important, sur cette question de référent harcèlement, je sais pas comment ça s'appelle ailleurs, qui est quelque chose qui doit garantir la sécurité, une forme voilà, la sécurité sur les plateaux, c'est très important. Et ça patauge un peu, quoi. On est un peu dans le truc, bon, allez, ça va, on a compris votre truc et tout ça, passons à autre chose, alors qu'en fait, c'est pas du tout réglé. Par exemple, chez nous, on a l'envie que les choses soient beaucoup plus institutionnalisées et on ne sait pas encore vraiment comment ça peut se passer. Il faut sortir de là parce que c'est pas vrai que les esprits évoluent un peu, mais quand même il reste qu'il y a encore énormément de problèmes sur les plateaux autour de ça et que si on ne règle pas cette question du référent harcèlement, ça ne va pas avancer. Voilà. Merci Claude. Anna-Maria, go ahead. Yes, I hope I understood a bit. Oui, je pense avoir compris en grande partie ce qu'a dit Claude. Et j'aimerais à ce stade aller dans le même sens. Je pense qu'en tant que productrice, ce que je vois, c'est que la tendance, c'est que les nouveaux venus, les talents qui arrivent sont plus ouverts pour soutenir et encourager, pour travailler avec des collègues femmes dans davantage de départements et de domaines. Donc il faut encourager ce changement de mentalité par rapport aux auteurs et autrices plus établis. Je pense qu'il y a quand même encore un parti pris quand on dit non, mais si tout doit être fait au nom de la passion pour l'art. Oui, bien sûr, j'explique cela, je suis productrice et je dis que c'est important que l'intégralité de l'équipe se sente sûre et qu'elle soit prise en charge. Je pense qu'il y a une culture où l'on s'occupe vraiment de vos réalisateurs, des talents principaux et que les gens doivent comprendre que tout un chacun dans une équipe, si vous avez 50 personnes dans une équipe, il faut s'occuper des 50 personnes et que toutes doivent se sentir en sécurité sur scène et d'encourager les femmes à poursuivre leur carrière, mais que rien ne changera, même une fois qu'elles traverseront la mentalité. C'est ce qui s'est passé avec moi, hein. Rien ne s'est passé. Mes collègues m'ont dit, quand j'aurais annoncé que j'étais enceinte, il faut qu'on trouve une nouvelle productrice. Non, pas besoin de trouver une nouvelle productrice. Je ne vais pas aller m'exiler sur la Lune. Je vais simplement mettre un enfant au monde, c'est tout. Merci beaucoup Anna-Maria et à vous toutes pour vos contributions. Merci beaucoup, c'est vraiment magnifique d'entendre que même si le changement se veut lent, il y a une tendance générale vers des pratiques de travail qui évoluent et nous allons pouvoir aussi accélérer certains changements concrets qui seront bénéfiques de la vie vers la vie réelle, d'un pays à l'autre. Merci beaucoup et ayant dit cela, je vais repasser la parole à Dorval pour le panel suivant. Merci. Thank you so much. Merci à nos premiers panélistes. Nous allons poursuivre directement avec notre deuxième panel sur la coordination de l'intimité. Je vais appeler ma collègue Anouk Van den Busche, qui est responsable de la communication de la Fédération internationale des acteurs FIA, et je vais lui donner la parole pour notre prochain panel qui va parler de la coordination d'intimité. I suppose so.
Hello again. Rebonjour et bienvenue à ce deuxième volet de notre conversation. Cette deuxième conversation va se concentrer sur la coordination d'intimité. Nous sommes ravis de parler de ce sujet. C'est une première, c'est un travail qu'il convient de faire et je suis ravie d'avoir deux panélistes formidables. J'aimerais d'abord présenter Iris Zappé-Helle. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut autrichien du film et présidente du groupe de travail genre et inclusion. Vous avez été active dans l'EFAD et également Eurimage. J'aimerais prendre un instant pour que vous puissiez parler de quelqu'un qui vous tient très à cœur. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité ici. Le travail d'Eurimage au niveau de l'égalité des genres a été un travail de pionnier et ce travail a été lancé par une amie et collègue, Sania Ravlic, qui est partie ce matin. Sania, nous continuons de vous honorer. Merci de l'avoir honoré, merci d'être avec nous. C'est un travail très important et nous voulons poursuivre. Merci beaucoup Iris. J'aimerais également présenter notre deuxième oratrice qui nous vient du Canada. Megan, merci beaucoup d'être venue. Merci Megan Gilron. Vous êtes coordinatrice d'Intimininé et vous avez une expérience incroyable dans le domaine de la télévision, du cinéma, de l'art, du spectacle, etc. Et vous êtes présidente de l'Association nationale des professionnels d'intimité au Canada. Oui, je suis professionnelle, coordinatrice d'intimité au niveau du NSIP, ONG. Nous créons un espace pour la communauté, la coopération, où nous pouvons continuer le développement continu pour ceux qui se forment en termes de coordinateurs d'intimité, d'avoir cette conversation internationale pour inclure la formation et prendre en compte ce rôle et tenir la main vraiment de cette industrie et de les emmener avec nous sur ce parcours et de fusionner une industrie qui se développe, qui est très bien structurée et de lancer de nouvelles idées. C'est un peu lent, mais bon, ça se passe, oui, ça arrive. Alors, l'intérêt est assez fort et il faut le dire, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, d'avoir deux perspectives, une européenne et une qui nous vient d'Amérique du Nord. Et j'aimerais commencer avec une question très directe que je voudrais adresser à vous, Megan. Est-ce que vous pouvez décrire exactement ce que signifie votre rôle? Qu'est-ce que c'est que d'être coordinatrice d'intimité et en quoi consiste votre travail sur le tournage et hors du tournage? Alors, la coordination d'intimité, on entend souvent qu'on parle de professionnels d'intimité. Et pour la coordination d'intimité, c'est pour les films. On fait une distinction entre le théâtre et le film. Et c'est pour cela que nous poursuivons cet objectif pour les scènes d'intimité. Lorsque nous avons un coordinateur pour faire des cascades, s'il y a aussi de la violence. Il faut travailler sur la sécurité émotionnelle et physique. Et grâce à ce nouveau rôle, on permet d'assurer la sécurité psychologique et physique pour les acteurs. L'intimité, ça signifie beaucoup de choses. Il se peut que ce soit une scène de nudité, d'intimité, de violence sexuelle, par rapport à des relations entre un parent et un enfant où il n'y a pas de lien familial entre les acteurs. Et nous voulons montrer qu'il y a beaucoup de moments de vulnérabilité où les émotions sont à cran. Et c'est ce qu'on demande à des acteurs et des actrices de faire. Et ça a un impact sur notre affect physique et émotionnel, en fin de compte, et à la fin d'une journée de tournage. En matière de logistique, nous faisons un travail pré-production, on regarde nos scénarios, nous avons les conversations avec les producteurs et les réalisateurs pour voir quelle est la vision, pour voir quel est le budget, la logistique, les
paramètres de la production. Nous ventilons le tout et nous mettons en lumière différents éléments qui pourraient être nécessaires. Et nous nous adressons également aux acteurs, avec ceux qui vont performer, pour voir s'ils sont préoccupés par certaines choses, s'ils sont enthousiastes par d'autres, quelles sont les possibilités en matière de créativité à mettre en valeur. Et nous allons parler également de choses plus personnelles, d'avoir ces conversations un peu plus délicates, prendre en compte leur état émotionnel. Une fois que nous avons eu toutes ces différentes conversations, ça c'est un grand travail préparatoire, des emails, des conversations téléphoniques. Nous disséminons toutes les informations de différents départements, nous parlons avec les différents réalisateurs, les responsables scène, nous travaillons avec les responsables pour également la garde-robe. Quels sont les besoins qu'on a pour les scènes de nudité, pour voir quels sont les besoins lorsque l'on tourne une scène, qu'il y a différents angles, différentes prises de différents moments, que ce soit un plan large ou d'autres. Bon, on va pouvoir couvrir certaines parties qu'on n'a pas besoin de voir. Et pour que l'équipe technique ne soit pas non plus exposée à trop de nudité, chose qui n'ont pas voulu non plus. Et il y aura aussi des mémos à l'attention des équipes pour leur dire ce qui va se passer pendant cette journée. Ce sont les meilleures pratiques et des protocoles que l'on développe beaucoup en Amérique du Nord. Il y a un système en place qui va vous détailler comment va se réaliser la journée, qui va être disponible à quel moment. Et ça veut dire que le jour du tournage, nous pouvons être là, nous prenons en charge les acteurs, nous allons pouvoir parler s'il y a des doubles, s'il y a des cascades, différentes personnes. Parfois, il y a des scènes que nous avons fait avec mes collègues. Et parfois, il faut faire des orgies. Et il y a beaucoup plus que simplement les acteurs clés de la journée. Il faut voir comment traverser cette journée. Je pense qu'il y a un changement de ton également lorsque on peut être sur place, sur le tournage. Et cela met en relief le fait qu'il n'y ait pas cette pratique commune entre le consentement et les limites. Il faut voir quelles sont les limites aussi de ceux qui performent, voir aussi la production, impliquer l'équipe à un niveau holistique, de travailler ensemble, en collaboration, en coopération avec toute l'équipe. Et c'est ça qui va faire qu'une journée sera réussie pour nous. Lorsque vous avez les membres d'une équipe qui sont conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, avec les acteurs aussi, ce qu'a dit Anna Maria, également par rapport à l'équipe, à la production dans l'ensemble. Et ça fait partie des bonnes pratiques et que ce soit un bon endroit où travailler et cela atténue le burn-out. Et notre rôle couvre tout cela. Nous soutenons également les récits, les mouvements et nous voulons que tout le monde puisse être créatif. Souvent, les gens ne savent pas de quoi ils ont l'air dans les moments d'intimité et nous les aidons à avoir que ce soit le souffle, le contact visuel, un mouvement qui voit et qui montre l'acte sexuel dont ils ne seraient pas conscients. Nous faisons de la recherche, j'utilise beaucoup d'images artistiques pour montrer aux réalisateurs en disant voilà l'image, pour voir comment nous allons pouvoir raconter ce récit avec ce type d'images qui seront les mieux adaptées pour votre récit. Au niveau de la production, nous voulons nous assurer que les acteurs et actrices savent ce qui va passer le jour J, qu'il n'y a pas de mauvaises surprises. Certaines surprises sont bonnes, mais bon, celles que j'ai en tête ne sont pas bonnes. Nous voulons atténuer ce genre de surprises pour que les acteurs soient confiants le jour J et bien tourner cette scène rapidement pour qu'il n'y ait pas des heures et des heures de tournage au niveau des scènes de nudité et d'intimité où les acteurs et actrices doivent se dévêtir. Vous savez, parfois aussi, on tourne ces scènes d'intimité avant le déjeuner. Nous prenons des notes là-dessus et nous donnons les informations à la production pour que tout se passe sans heurts et qu'on soit tous à la même page et que chacun puisse comprendre ce qui va se passer dans la journée. Ensuite, on voit ce qui s'est passé dans la journée et si quelque chose s'est mal passé, si l'on a
traverser une frontière, c'est que cet acteur et actrice sent qu'on est là pour eux, tout comme d'autres membres de l'équipe de tournage. Je pense que ça couvre tout. C'est un rôle assez complexe, assez vaste, et c'est ce que j'aime, voir que l'on pense qu'à cette partie de notre travail, que tout le monde dans l'équipe peut être impliqué en matière de communication, de se traiter les uns des autres avec bienveillance, de parler des limites des uns et des autres, de demander leur consentement, d'être impliqué dans des scènes de tournage, de nudité, d'intimité avec un contenu bien spécifique, que ce soit une scène d'intimité, de suicide, de violence par rapport à quelqu'un de marginal. Cela a un impact personnel sur nous tous si on travaille sur le tournage ce jour-là. Il faut être plus conscient, prendre plus cela en considération pour avoir un meilleur environnement pour tout un chacun. Merci Megan. Oui, c'est un travail très complexe et nous nous rendons compte quand on vous écoute combien de préparation rentre dans chaque étape de ce travail de production et que cela implique aussi toutes les personnes sur le tournage. Je suis heureuse que vous avez parlé tant des acteurs que des équipes techniques, c'est très important. Et maintenant, j'aimerais vous parler à vous, Iris. Vous avez dirigé différents groupes de travail sur l'égalité des genres et l'Institut du film que vous dirigez en Autriche est vraiment à l'avant-garde en matière d'égalité des genres. J'aimerais savoir, et d'avoir cette perspective européenne pour voir comment ce développement de rôle de coordinateur d'intimité est-il perçu à votre avis et comment vous avez démarré à travailler dans votre contexte national. Merci. Vous avez très bien décrit l'ampleur de ce travail. Pour moi, c'est une affaire de professionnalisme. Ce que je veux dire, c'est que le débat finalement tourne autour du fait que des réalisateurs, des comédiens ont parfois l'impression qu'ils savent, qu'ils doivent savoir. Mais souvent, ils ne savent pas. Parce qu'il y a des exigences tellement spécifiques. Vous avez parlé de la coordination des cascadeurs. Personne ne se poserait la question s'il faut ou non avoir un coordonnateur pour les stunts, pour les cascadeurs. Pour moi, c'est une démarche qui est logique, bien évidemment. Parce qu'il faut s'occuper du bien-être mental et physique des acteurs, des actrices. Et le travail qui est fait dans un certain nombre de pays en Europe est intéressant parce qu'on rédige des directives, des consignes. Comment se comporter sur un lieu de tournage, comment mettre en place ce principe de la coordination de l'intimité. L'Irlande, la Suède ont adopté cette démarche et ont rédigé de telles directives. Nous avons emprunté une voie sensiblement différente. Tout à l'heure, je l'ai expliqué que pendant le Festival de Berlin, il y a eu le premier symposium des coordonnateurs d'intimité de tous les pays germanophones. Et donc, une liste de questions a été rédigée. Des questions à soumettre aux producteurs, aux scénaristes. Et avec ce catalogue de questions, d'interrogations, vous pouvez vérifier votre scénario et dire si oui ou non il faut un tel référent. C'est un outil assez simple à manier et ça vous permet de cibler votre choix du coordonnateur d'intimité. Parce que bien évidemment, il y a plusieurs profils. Ces référents ne sont pas tous les mêmes. Et je crois qu'il est vraiment important de les faire intervenir très tôt. Idéalement,
pendant la phase de rédaction du scénario. Bon, ça c'est l'idéal. Et bien sûr pendant le casting. Là, on a besoin de ces référents. Donc, plus on les fait intervenir, plus tôt on les fait intervenir, meilleur sera le travail. Et ensuite, l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'une seule personne suffit ou est-ce qu'il faut une équipe? Est-ce qu'il faut plusieurs référents? Est-ce qu'il faut que ce soit au niveau d'un chef de service qui prenne les décisions? Par exemple, quand vous avez des changements d'horaire, de tournage, etc., des choses comme ça, le planning, là, il faut quelqu'un d'un haut niveau. Voilà le travail que nous faisons. Le but étant de susciter une prise de conscience, de sensibiliser les gens. C'est un métier nouveau, vous savez, et il faut que nous apprenions à travailler avec cette nouvelle profession dont nous avons impérativement besoin. C'est très intéressant. Vous percevez cela comme quelque chose de positif, à l'évidence. Et au sein de votre organisation, vous en débattez? Que peut-on faire pour encourager cette démarche de façon concrète? Comment susciter une prise de conscience, par exemple, auprès des agences de films, des CNC, etc. Ce qui est bien en Autriche, c'est que l'Institut autrichien, le CNC autrichien, est le principal financeur. Et quand ils établissent des normes, des références, eh bien, ça reste une référence incontournable pour tous les films qui seront tournés en Autriche. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons recruté des spécialistes qui passent au crible fin les scénarios pour regarder ce qu'il en est de l'égalité des sexes, etc. Donc on demande à ces professionnels de lire les scénarios en pensant à tous ces critères. Bien sûr, ces référents ont été formés préalablement et ils ont ce fameux catalogue de questions dont je vous parlais. Et alors ensuite, le référent peut dire oui ou non, il nous faut un intimacy coach. Et ces analyses sont effectuées pendant le développement du scénario et ensuite, bien sûr, par la suite, lorsque le scénario est au point. Donc c'est déjà un premier pas qui va dans le bon sens. Oui, c'est très positif. Et puis c'est encourageant. C'est important de le faire en amont. Quand on travaille sur un projet audiovisuel, quand on travaille sur un film, il faut très tôt, détecter le potentiel qu'un intimacy coordinator peut apporter. Donc, le plus tôt sera le mieux, comme vous l'avez dit, parce que ça demande quand même pas mal de travail en amont. Alors, je voulais passer à une autre question, la prévention. Ça aussi, c'est très important. Dans l'époque MeToo, il y a quand même un changement quant à la violence sexuelle, quant au harcèlement sexuel, et la coordination de l'intimité est souvent citée comme une référence. Ma question est la suivante. En quoi cela vous aide-t-il dans votre travail pour aider les comédiens, les comédiennes? Est-ce que de façon générale, est-ce que de façon personnelle, vous pensez qu'on arrive à faire de la prévention contre la violence et le harcèlement sur les lieux de tournage? Oui, je crois que tout cela a créé une espèce de transparence. Transparence sur les lieux de tournage. Les attentes, les exigences sont claires. Les gens sont suffisamment informés pour donner leur consentement par écrit. Et dans certains cas spécifiques, quand on nous donne suffisamment tôt le scénario,
on peut le passer au crible fin et poser des questions liées à la production. Pourquoi est-ce qu'on raconte cette histoire, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on la raconte aujourd'hui? Y a-t-il des choses que nous souhaitons mettre en avant? Parce que bien évidemment, il y a aussi le ciblage du public. Et en termes de changements sociétaux, en termes de politique, nous avons besoin de ça de plus en plus. À un moment spécifique, dans une histoire avec une scène de sexe, ou, je ne sais pas, quand on parle de LGBTQIA, eh bien, comment dire, ça va dépendre de qui raconte l'histoire. Il ne faut pas que les gens, certains publics, aient l'impression qu'on raconte une histoire sur leur vie sans qu'ils soient partie prenante. Donc, bien sûr, il faut encadrer tout cela au plan juridique, sous forme d'un contrat. Et donc là, il faut des avocats, bien évidemment, qui rédigent tout ça. Et ce sont les juristes qui, en général, définissent le contenu de ces catalogues dont je parlais. D'un point de vue général, quand on parle de se défendre contre la violence, contre le harcèlement, etc., quand on veut mitiger, les gens sont quand même bien informés par les médias. On se rend compte, puisqu'on est informé sur les problèmes sexuels à la TV, par des films pornographiques, et que sais-je. Et donc, quand on raconte une histoire qui, de façon ciblée, spécifique, ne glorifie pas, ne fait pas l'apogée de la violence, ça soulève des questions, des débats sur la quantité de sexe et de violence que l'on doit montrer ou ne pas montrer. Donc, ça, c'est sur le tournage, sur le plateau. Donc, là, on travaille contre la violence sexuelle, le harcèlement, etc. Et pour que le tout soit cadré de façon professionnelle, comme vous l'avez bien expliqué. Et puis, il y a aussi, je dirais, le long terme, l'effet que ce film, ce produit de divertissement, va avoir sur le long terme. Oui, la représentation de la violence, je rebondis là-dessus. Visiblement, il y a aussi un côté, comment dire, pratique quand on travaille avec un tel référent pour faire de la prévention, pour protéger tous les intervenants et aussi pour éviter d'exposer des professionnels à un certain nombre de risques. Oui, je voulais dire quelque chose là-dessus. Quand nous préparons les acteurs, les actrices, on leur donne un certain nombre d'outils. Exemple, le syndrome Roméo et Juliette. Ils tombent amoureux. Et les comédiennes, les comédiens, les acteurs connaissent souvent ce trouble post-traumatique, le genre de trauma que l'on va ressentir dans son jeu d'acteur. Parce que parfois on se dit, il faut que j'interprète des émotions, sauf que notre corps, lui, ne perçoit pas forcément la différence. Et ces acteurs, donc, s'exposent à énormément de stress. Ça a un impact en termes d'émotions. Ça peut susciter des crises, des déprimes, etc. Et on l'a vu. On l'a vu dans les médias. On l'a vécu. Et on a eu des témoignages d'acteurs connus. Donc là, aujourd'hui, nous avons, je dirais, des outils, des moyens de les protéger contre ce type de conséquences. Alors, on revient à la prévention, finalement. Éviter que ce genre de situation se produise et vraiment avoir une culture du consentement. J'aime bien votre façon de travailler. Je reviens vers Iris. Cette culture du consentement que l'on cherche à promouvoir, je sais que c'est crucial dans le travail que vous faites. Vous êtes une référence, pour ainsi dire, dans l'industrie cinématographique. Je connais bien votre travail.
Je sais ce que vous avez fait aussi auprès du CNC autrichien, et je sais que ça c'est important, qu'on va faire la prévention de harcèlement. Je vais vous rendre la parole pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous faites depuis des années pour faire ce type de prévention. Oui. Alors, la raison pour laquelle nous faisons cet effort de prévention, c'est qu'il y a eu du harcèlement. Il y a eu des débordements, des expériences assez courantes d'ailleurs, que des actrices et des acteurs ont connu, ont subi, et ça c'est injuste. Là encore, je répète ce que je disais précédemment, il faut un contexte, un environnement professionnel et respectueux. Alors, il y a une chose que je voulais rajouter. La plupart de ces instituts, de ces CNC, publient ce qu'ils appellent un code d'éthique ou un code de conduite. Quand on s'est lancé, on s'est attelé à ce projet, en Autriche, c'était en 2021, il me semble, la préparation. Alors, j'avais lu ça à l'époque et je m'étais dit, mais tout ça, ça tombe sous le sens. C'est normal. Bien sûr que on doit se traiter avec courtoisie, avec respect, on ne doit pas hurler sur les gens, etc., etc. Ça tombait sous le sens. Mais la réalité est tout autre, on le sait. Et je pense que l'Autriche n'est pas le seul exemple. Il y a des gens qui font de très très mauvaises expériences. Il y a souvent un ton très très rude. Donc nous avons rédigé ce code déontologique, nous l'avons publié, et en Autriche nous obligeons chaque société de production financée par notre institut cinématographique, et ça représente 80% de nos productions, nous obligeons les producteurs à respecter ce code d'éthique. C'est contraignant, et ça fait partie du contrat que nous passons avec les producteurs. Quand on leur donne de l'argent, quand on leur donne des aides, ils s'engagent à suivre à la lettre le code d'éthique. Et s'ils ne le font pas, comment dire, le dernier recours, la sanction, eh bien, ça peut aller jusqu'au remboursement des aides, et pas simplement les aides qu'ils ou elles auront obtenues de l'Institut autrichien, mais aussi ce qu'ils auront eu, par exemple, des diffuseurs, des télédiffuseurs, des fonds régionaux d'aide au cinéma. Donc, en gros, une boîte de production ne survivrait pas à ce genre de sanctions. Donc, des mesures assez strictes, et nous l'avons fait de façon très résolue, très concrète, pour qu'il y ait une prise de conscience, pour que les gens sachent qu'il y a des lois, mais souvent les gens ne le savent pas, et donc ils ne les appliquent pas. Et c'est dommage. Donc, on leur dit, vous êtes obligés de respecter la loi, voici les dispositions, voici la loi, et bien sûr nous espérons que nous n'aurons jamais demandé un remboursement à un producteur. Mais il y a une sensibilisation, il y a un travail d'information qui apprend aux producteurs dans quelles conditions ils sont censés travailler. Et ça se diffuse à l'échelle européenne. On voit que les producteurs sont de plus en plus sensibles au sujet, font preuve d'ouverture d'esprit. Les producteurs, quand on regarde, qu'on leur parle, eh bien, acceptent qu'il faut agir correctement, avoir un certain comportement qu'ils n'avaient peut-être pas avant. L'étape suivante maintenant pour nous, c'est bien sûr la protection des enfants sur les plateaux, sur les lieux de tournage, parce qu'il y a eu des problèmes de par le passé. Et là aussi, il nous incombe de faire une distinction entre la intimacy coordination, le coaching des enfants, la protection des enfants sur les lieux de tournage, parce que souvent, il y a pas mal de confusion, de dérapage, et souvent, le référent est complètement dépassé parce qu'on lui demande d'être un petit peu l'homme orchestre. Donc il y a des nouvelles professions du cinéma, pour ainsi dire, qui sont en train de se créer, notamment sur les plateaux, et ça c'est une chance. Hein, on connaît tous ces scènes de sexe, hein, on connaît tous ces clichés.
Chacun sait ce qu'il doit faire et ne pas faire. Avec une bonne coordination de cette intimité, nous pourrons faire voir des choses sans mettre en péril les professionnels qui travaillent sur les plateaux. Donc merci d'avoir parlé de ce rôle, parce que je crois que c'est indispensable. And it's C'est merveilleux. Et je pense que c'est quelque chose de très concret, de quelque chose de très utile que vous venez de présenter. Bien sûr, il y a des conséquences. Et à ce stade, personne n'a dû rendre les aides. Hein. Il est si important que les gens soient responsables, qu'ils partagent les mêmes changements, les mêmes valeurs, pardon, pour impulser ce changement. Nous avons besoin de ce changement. Ce que vous avez également dit par rapport au volet professionnel de ces nouveaux postes de travail, il était très important. C'est un nouveau domaine de travail et ce n'est pas pour cela qu'il n'est pas moins spécifique et qu'il ne correspondrait pas à une formation déterminée et spécifique qui pourrait être sanctionnée d'ailleurs par un diplôme. C'est quelque chose de nouveau qui revient et qui revient encore. Il faut voir comment former un coordinateur, une coordinatrice professionnelle, comment on peut les aider à rendre ce domaine plus professionnel, que ce soit développé dans les meilleures conditions. Et je sais que vous, Megan, vous travaillez sur ces sujets. Vous faites également partie d'un registre très connu au Nord, en Amérique du Nord, SAG-AFTRA, qui est le syndicat le plus important à Hollywood. Il y a des syndicats, des institutions qui veulent également porter la voix de cette conversation au niveau de la certification de la formation. Est-ce que vous voulez commenter, donner votre perspective? Oui, bien sûr, je peux vous donner une vue d'ensemble de ce que je sais un peu d'ailleurs, enfin d'ailleurs plus qu'un simplement un peu. Les organisations, à l'instar de SAG-AFTRA ou BACTO au Royaume-Uni, la NSIP et d'autres, nous avons ce type de conversation pour reconnaître qu'il y a tout un tas de différents programmes de formation. Certains offrent une certification, d'autres non. En fait, c'est la question entre la certification et la qualification. Bon nombre de personnes se sont formées tout au long de la pandémie. Beaucoup de travail en distanciel. Et donc, nous avons vraiment consacré beaucoup de temps à cette formation. Et il faut aussi être formé sur le tournage, sur les plateaux, aussi par rapport à un mentorat, ou d'avoir une relation avec un collègue qui a certains aspects de la formation, vous en avez d'autres, vous devez faire un partage d'expériences et de connaissances. Et c'est là où je reviens à ce que vous avez dit, il faut être une équipe, un département, comme il n'y a pas, dans le cinéma, il n'y a pas de département avec une personne, et il y a beaucoup de travail à faire. Il faut avoir une autre personne ou un assistant pour venir, il y a beaucoup de formation et en fait on peut avoir un soutien, établir une communauté et ça fait effet boule de neige et on est tout en même temps soutenu par les collègues. J'ai parlé de ces organisations, que ce soit un registre ou aussi une liste d'éléments qualifiants, c'est-à-dire que là je parle plus des pays européens, asiatiques, qui n'ont peut-être pas tant de référents d'intimité à ce stade, sachant que certains, bon nombre ont été formés en Amérique du Nord, et s'assurer qu'il y ait un soutien alors qu'ils apportent leur travail dans leur propre paysage qui est différent de l'Amérique du Nord et qu'il y ait différentes méthodologies dans les programmes de formation, que l'on peut traiter de l'aspect créatif inhérent à ce travail, et qu'il y ait une compréhension partout, qu'il peut y avoir une formation par rapport aux passants, qu'il y ait une formation anti-racisme, anti-harcèlement, que cela devient la norme. Et bon nombre de personnes ont cette formation. Beaucoup viennent de différents aspects, que ce soit acteurs, réalisateurs, coordinateurs. Moi, je travaillais dans le domaine de la garde-robe et des vêtements. Et maintenant, je suis coordinatrice d'intimité. On vient de différents postes et ils aiment bien
avoir ce partage d'expérience, qu'on affine, qu'on crée ces listes, ces modèles qui sont si satisfaisants à avoir. C'est l'information dont nous disposons. Nous devons ticker les cases et voir aussi quel est le développement personnel, professionnel qu'on peut faire au-delà des bases. Et c'est là où on sera lancé sur la bonne voie vers la réussite. Il y aura également davantage de coopération entre les nouveaux rôles tels que coordinateur de santé mentale ou pour la protection des enfants. Vous savez, lorsque les producteurs sont à la recherche de professionnels d'intimité, de savoir si oui ou non ils sont qualifiés, vous pouvez regarder leur CV sur IMDb et voir s'ils sont associés, affiliés à une certaine organisation, ce qu'elle a établi pour les normes. Au niveau de l'ANSIP, nous avons une liste des normes. Il n'y a pas nécessairement des formations spécifiques à prendre, mais ça, c'est la formation que nous recommandons pour exercer ce rôle. En ayant ce cadre, vous pouvez voir si quelqu'un est le mieux adapté pour exécuter ce travail ou pour votre projet. Et c'est ça la raison pour laquelle nous faisons cette recherche. Comme pour chaque autre poste de travail, vous avez des entretiens et vous allez voir si la personne correspond à ce que vous recherchez. Magnifique, vous nous donnez aussi des approches pratiques pour les professionnels et je pense que ce sera très utile pour tout un chacun. Je vous remercie beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre temps, mais c'était une conversation si magnifique. J'aimerais remercier Iris et Megan d'avoir participé à cette conversation, à ce panel. C'était un réel plaisir. J'espère que nous allons pouvoir en avoir d'autres en matière de coordination d'intimité, car il y a tant d'autres choses à dire. Et je vous invite de nouveau très prochainement. Merci à tout un chacun. J'aimerais remercier mes collègues à Unime, SFA, FIA, SAG, AFTRA pour ce merveilleux événement. Je vous souhaite un excellent festival de Cannes. Merci. Merci à vous, Anouk.